Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans la jungle tropicale. Non, je plaisante. On est tout simplement dans le jardin de mes parents à Moorea, une petite île en face de Tahiti, en Polynésie française. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais répondre à certaines de vos questions. Et je vais vous faire visiter un petit peu le jardin, vous faire découvrir ce qu'il y a dans le jardin, ce qu'on peut manger, tous les fruits qu'on peut manger. Et figurez-vous que ça fait plus de 15 heures qu'on n'a pas d'électricité. Ça fait plus de 15 heures que toute l'île subit une coupure d'électricité. On va alterner, je vais répondre à une question et ensuite je vais vous montrer quelque chose du jardin. Ça marche ? La première question, c'est où tu es né et où tu as grandi. Je suis née à la fin des années 90 dans un petit hôpital rural sur l'île de Moorea où je me trouve actuellement. C'est un hôpital où il n'est plus possible d'accoucher en théorie parce qu'il n'est pas assez médicalisé. Et à l'époque, on pouvait accoucher. Et donc ma mère m'a mise au monde dans cet hôpital par terre. Et voilà. Je suis navrée, je n'ai plus de micro parce qu'il n'a plus de batterie et je ne peux pas le brancher évidemment puisqu'il n'y a pas d'électricité. Et ensuite, où j'ai grandi ici jusqu'à l'âge de 7 ans. Et à l'âge de 7 ans, je suis partie en France avec mes parents, avec ma famille, à Marseille, dans le sud de la France. Je suis restée là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à l'âge de 13 ans, je suis revenue avec mes parents en Polynésie française, à Moorea. Et je suis restée ici jusqu'à l'âge de 19 ans. Je vous montre autre chose. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de fleurs? Des fleurs jaunes très jolies qui s'appellent des monettes, les monettes. Et derrière les monettes, il y a un pamplemoussier. Un pamplemoussier, un arbre qui donne des pamplemousses. Et regardez comment sont les pamplemousses ici. Ils sont très gros, très verts, très différents de ceux qu'on trouve en Europe. Une autre question, c'est quel est ton parcours scolaire? Je suis allée à l'école classique, comme tous les enfants français. Après le baccalauréat, qui est l'examen de fin d'études en France, j'ai fait un an de classe préparatoire en économie et en mathématiques. La classe préparatoire, c'est quelque chose de très français, c'est spécifique à l'enseignement supérieur français. C'est une formation qui dure 2 ans normalement pour nous préparer aux écoles de commerce ou aux écoles d'ingénieurs. Moi, j'ai fait une classe préparatoire pour préparer les concours des écoles de commerce. Et pour être honnête avec vous, je n'étais pas très douée en maths. J'étais quand même première de ma classe, mais j'étais pas douée en maths du tout. Et je pense que je supportais pas en fait le fait de ne pas être forte dans une matière. Je n'aimais pas ça, je n'aimais pas avoir de la difficulté. J'avais l'impression de ramer, comme on dit en français. Je ramais en maths, je comprenais pas. J'avais l'impression que c'était énormément d'efforts. Et j'en avais assez. Et donc je suis partie au bout d'1 an et je suis allée à Paris, en France, pour faire une école de traduction, de communication interculturelle et d'interprétariat. Donc j'ai travaillé beaucoup avec les langues pendant ces années-là. Donc j'ai fait un master dans cette école qui s'appelle l'ISIT. Quand j'étais dans cette école, j'ai fait un Erasmus à Moscou, en Russie, à l'université Lomonosov, MGU. Ensuite, j'ai pris une année de césure pour travailler en Australie. Et ma dernière année d'études, je l'ai faite en alternance. L'alternance, c'est quelque chose d'assez français aussi, je crois. C'est un système où vous pouvez travailler dans une entreprise et en même temps faire vos études. Et donc l'entreprise vous paye vos études et elle vous paye aussi un salaire. Elle vous donne un salaire. Et donc j'alternais 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école. Et ça, c'est extrêmement formateur. Donc j'ai bien aimé. C'était pas mal. Mais après ça, quand j'ai été diplômée, j'ai cherché ce qu'on appelle en France un VIE. Ça aussi, c'est très français. Un VIE, c'est un volontariat international en entreprise ou un VIA, volontariat international en administration. Moi j'ai fait un VIA et c'est l'État français qui vous paye pour travailler à l'étranger dans une administration française. Et c'est comme ça que j'ai été envoyée à l'ambassade de France en Ukraine pour un contrat qui devait durer 2 ans et qui s'est terminé en février 2022. On sait tous pourquoi. On nous a rapatriés en France et à ce moment-là, le ministère des Affaires étrangères m'a demandé si je voulais continuer de travailler avec eux, faire autre chose. Et j'ai dit non, je vais enseigner à plein temps. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure sur internet en tant que professeur de français, sur Instagram et sur YouTube ensuite, voilà. Alors, le premier fruit qui est intéressant, c'est le fruit magique. Comme ceci. Ça c'est l'arbre et ça c'est le fruit. On appelle ça un fruit magique parce que quand vous le mangez, tout ce que vous mangez après le fruit magique a un goût sucré.
Il faut faire attention de ne pas manger le noyau. Ça c'est un cocotier, un beau cocotier. Il est immense et vous voyez qu'il a un cercle en fer autour de son tronc. C'est pour empêcher les rats de monter tout en haut et de grignoter les noix de coco. Et ce cocotier est assez spécial, pour moi en tout cas, parce que sous le cocotier, il y a mon placenta de quand je suis née, quand ma mère a accouché. Les Tahitiens ont une tradition, c'est qu'ils enterrent le placenta du bébé sous un arbre fruitier la plupart du temps. Et mes parents ont décidé d'enterrer le mien sous ce cocotier. Et ils donnent de très belles noix de coco, voilà. Donc j'espère qu'il restera toujours là. Oui. Non, le chien. Non, Moïka, c'est pas pour toi. Non, Naya, c'est pas pour toi non plus. C'est pour maman et moi. Et voilà, j'ai fait un trou dedans. Maintenant, on va pouvoir la boire. J'ai pris une noix de coco jeune pour avoir de l'eau. Mais les noix de coco jeunes, elles ont déjà un peu de chair blanche. C'est excellent. Même les chiens raffolent de ça. C'est pas pour vous. La prochaine question, c'est comment je fais pour améliorer ma confiance en moi à l'oral et ma prononciation. Je pense que je vous ai déjà parlé de l'idée de se créer un alter ego qui est parfaitement à l'aise dans la langue que vous apprenez. Quelqu'un qui se débrouille très bien, quelqu'un qui se sent français. Et pour ça, il faut commencer par arrêter de dire « je parle pas très bien français » ou alors « oui, j'apprends le français mais je fais beaucoup d'erreurs ». Non, non, non. Vous créez cette personne qui est parfaitement à l'aise. C'est un petit peu l'idée de fake it till you make it. Et fake it till you make it, ça marche pas s'il n'y a pas d'effort derrière, s'il n'y a pas de travail derrière. Mais si vous travaillez derrière, ça peut vous aider à avoir plus confiance en vous. Donc déjà, vous changez votre mental et vous partez du principe que oui, vous parlez français. Vous parlez bien français d'ailleurs. Vous faites des erreurs, c'est pas grave, vous parlez bien français. Autre point important pour améliorer la confiance en soi et la prononciation, c'est de copier tout simplement les natifs quand ils parlent, de les copier au millimètre près. Donc quand vous regardez un film, une série, une interview, une vidéo, un vlog, n'importe quoi, vous trouvez comme un mentor quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un dont vous aimez la façon de parler, et vous répétez les phrases après cette personne. Vous imitez sa façon de parler, son intonation, vous imitez ses expressions du visage, sa gestuelle. Vous faites comme si vous parliez comme cette personne. C'est exactement l'exercice que je faisais quand j'étais petite et que je regardais des films ou des séries. Et ensuite, je me prenais pour un personnage de cette série et je répétais ce que la personne avait dit. Avec la même intonation, la même gestuelle, la même attitude. Et ça m'a aidé à avoir confiance en moi à l'oral. Ça m'a aidé à me dire, moi aussi je peux parler comme ça. Moi aussi je peux faire ça. Oui, ça peut paraître ridicule, ça peut paraître un peu cringe, mais ça fonctionne. C'est bien de répéter après d'autres personnes, mais c'est encore mieux de répéter après votre propre voix. La meilleure version de votre voix, celle qui parle parfaitement français. Je vous explique. Récemment, j'ai découvert une application qui s'appelle Your Best Accent. Cette application vous permet de cloner votre propre voix et ensuite de faire des exercices de prononciation, des exercices à l'oral où la référence est votre propre voix qui parle parfaitement français. Что вы будете делать вечером после работы? Что вы будете делать вечером после работы? On vous propose plusieurs options de débutants à avancés, mais à chaque fois le principe est le même. Vous lisez une phrase ou un texte avec votre voix, vous enregistrez votre voix et ensuite vous voyez quels mots sont mal prononcés, quels mots vous pouvez mieux prononcer avec la voix parfaite qui est la vôtre. Разберемся. Разберемся. И разберемся. 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 Мы будем уезжать завтра утром. Уезжать. 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 L'exercice que je préfère, c'est quand je rentre un texte que j'ai rédigé en russe, ensuite je le lis à voix haute et ensuite ma voix parfaite en russe me dit comment bien prononcer, me dit quel mot je peux mieux prononcer.
Et mon exercice favori, custom text. Морскую. Морскую, морскую. Et c'est génial parce que même psychologiquement, ça vous fait comprendre que vous pouvez parler parfaitement. Il existe une version de vous qui parle parfaitement français, russe, anglais, etc. Ce n'est pas un sponsor rémunéré, mais j'ai un lien qui vous permet d'avoir 20% de réduction si vous prenez un abonnement mensuel, 40% de réduction si vous prenez un abonnement annuel et 50% de réduction si vous prenez un abonnement à vie. Je mets le lien en description et si vous l'essayez, dites-moi ce que ça donne, dites-moi si vous aimez votre voix parfaite en français. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça, c'est le fruit de l'arbre à pain. En tahitien, on dit le uru, U-R-U. Et l'arbre, c'est le tumu uru, parce que l'arbre en tahitien, c'est tumu. Vous voyez, ils ont des picots, des petits picots dessus. Et ce fruit, le uru, est absolument délicieux quand il est cuit au feu, avec du beurre salé. Il est aussi très bon sous forme de frites. Et quand il est très mûr, il devient très sucré et on peut même l'utiliser dans les gâteaux. On peut en faire des gâteaux. Là, vous en avez un tout petit et c'est vraiment un ingrédient de base de l'alimentation polynésienne. A staple, vous savez. Et je pense que toutes les familles polynésiennes ont un uru dans leur jardin. C'est absolument indispensable. La question suivante, c'est quels sont les artistes musicaux préférés des Français? La musique française a eu des périodes extrêmement prolifiques avec beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs et de chanteuses. C'est difficile d'en choisir seulement quelques-uns, mais je peux vous donner quelques noms d'artistes qui étaient très appréciés à l'époque de mes parents et qui aujourd'hui encore sont très écoutés et même repris par des artistes plus modernes. Georges Brassens, Serge Reggiani, Nino Ferrer, Jacques Brel. Après, pour les femmes, Françoise Hardy, Edith Piaf évidemment, Barbara, Marie Laforêt, France Gall, Mireille Mathieu. Et parmi les artistes plus jeunes, je dirais Joyce Jonathan, Louane, Angèle, Thomas Dutronc, le fils de Jacques Dutronc, le fils de Françoise Hardy. J'aime bien le groupe Bon Entendeur aussi, qui adapte des textes assez connus en chansons. Bon Entendeur, je les aime beaucoup. Si vous voulez, je vous mettrai en description les 3 playlists que j'ai créées sur Spotify qui contiennent des artistes français. Et une autre question un petit peu liée à ça, c'est quels sont les films et les artistes du cinéma français très connus, très appréciés. Pour rester dans les classiques, on a tous les films avec Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Brigitte Bardot évidemment. D'ailleurs, en parlant de Brigitte Bardot, j'ai oublié de vous citer Gainsbourg pour les chanteurs, Serge Gainsbourg. Pour tout ce qui est film comique, vous avez les films avec Louis de Funès qui est hilarant, Pierre Richard, Gérard Depardieu aussi qui a joué dans énormément de bons films, dont la mini-série Le Comte de Monte-Cristo. Et un peu plus tard, vous avez les films avec Sophie Marceau, Omar Sy, et aujourd'hui, je dirais Adèle Exarchopoulos, François Civil, Pierre Ninet, Virginie Efira. Si vous recherchez ces acteurs sur internet, vous allez voir les films dans lesquels ils ont joué et en général ce sont des bons films. La prochaine question, c'est une question de grammaire. On me demande quelle est la fonction des verbes qui se terminent en « en ». Les verbes qui se terminent en « en », ce sont des verbes au gérondif. C'est-à-dire qu'on est en train de faire l'action. Par exemple, là, je vous parle en marchant. Je vous parle en marchant. Je vous parle pendant que je suis en train de marcher. J'ai commencé cette action, elle n'est pas terminée. Je suis en train de marcher en marchant. C'est exactement l'équivalent des verbes en ing en anglais. On appelle ça le participe présent ou le gérondif. Par exemple, je peux dire « c'est amusant de vous parler »,« c'est amusant ». Ou je peux dire « c'est fatigant de marcher »,« c'est fatigant, it's tiring ». Donc c'est exactement la même fonction que les verbes en ing en anglais. Et maintenant, je vais vous montrer l'arbre qui est à côté de moi. C'est un avocatier. Un avocatier, et je peux vous dire qu'on croule sous les avocats. On croule sous les avocats, c'est-à-dire qu'on a des avocats en abondance. Je vais vous montrer comment ils sont. Voilà ma main pour l'échelle. En réalité, j'en ai choisi un petit là. Ils sont plus gros. Certains sont tout en haut de l'arbre, on ne peut pas les attraper. Donc on utilise un cueille-fruit et on les attrape comme ça. Et là, vous avez les voisins. Une ribambelle de bananiers. Une ribambelle de bananiers. Il y en a au moins une dizaine là. Mais il n'y a pas de régime de bananes pour l'instant. Ça, c'est des bananes à cuire? Ouais, apparemment elles sont bonnes quand tu les cuis. Pour les animaux? Oui, moi je les donne aux poules, aux chiens. D'accord. À présent, je peux vous montrer la vanilleraie, l'endroit où pousse la vanille.
Déjà, elle est à l'ombre, il y a une ombrière. Et c'est un système assez complexe. Ces poteaux en fait sont remplis de bourre de coco et de fibres de cocotier. Et la vanille, c'est une liane qui grimpe et qui s'installe tout autour de ce poteau végétal. Là, il y a un petit trio de gousses. Il y a 3 gousses. Quand les gousses seront brunes, quand elles seront marron, on pourra les cueillir. Ça voudra dire qu'elles sont mûres et ensuite on les fera sécher et elles deviendront toutes fripées. Inutile de vous rappeler que la vanille de Tahiti a été élue à plusieurs reprises meilleure vanille du monde. Ici on appelle ça l'or noir de la Polynésie. La prochaine question est un peu liée puisqu'on me demande si le coût de la vie à Moorea et en Polynésie en général est élevé. Oui et non, j'ai envie de répondre oui et non. 70% des choses qu'on consomme ici sont importées des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de France, ce qui fait que le coût des choses est élevé. Mais le coût des choses importées est élevé. Si vous voulez venir ici et continuer à manger du fromage français, des yaourts français, du saucisson, du pâté, ça va vous coûter très cher. Mais si vous mangez uniquement local, vous devriez vous en sortir. Par exemple, le poisson ici est beaucoup moins cher qu'en France. Ici, on peut trouver du thon blanc à 1000 francs le kilo, ce qui fait à peu près 8 euros le kilo. En France ou aux États-Unis, vous ne trouverez jamais ça. Mais cette idée de manger local pour pas cher devient de moins en moins vraie puisque maintenant même des produits qui ont été cultivés localement comme du curcuma, du gingembre, des citrons verts deviennent de plus en plus chers et honnêtement je sais pas comment certains Tahitiens s'en sortent financièrement. Je pense que c'est très difficile pour beaucoup de gens. Il y a énormément d'inégalités ici et il y a énormément de gens qui ne vivent presque que de nouilles instantanées en sachet, de riz, de lentilles, de boîtes de conserve. Mais si vous commencez à planter votre gingembre, des arbres fruitiers, des patates douces, vous pouvez vous en sortir. Ça, c'est pour la nourriture. Après, les loyers sont aussi très élevés, de plus en plus élevés, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent habiter ici. Mais la plupart des Tahitiens ne payent pas de loyer, puisqu'ils ont des terres et ils habitent sur leurs terres. Mais de manière générale, la vie est chère. Il faut de l'argent, il faut des moyens. Les amis, je commence à transpirer fort là, parce qu'il fait vraiment chaud, il fait vraiment lourd. Regardez ces belles fleurs, ça s'appelle des opouris. Avec une petite abeille qui butine. Voilà les ruches, avec les abeilles autour. Et les abeilles butinent toutes les plantes, toutes les fleurs, ce qui permet d'avoir un miel toute fleur qui est exquis. Vous voyez la cire sur la palette de bois? On va les laisser tranquilles. Je vous présente les oiseaux de paradis, des fleurs formidables qu'on trouve ici. Et je veux vous parler aussi de ce fruit. J'ignore si vous connaissez ce fruit qui s'appelle le noni. Le noni, c'est vraiment très mauvais à manger. Pour moi, ça a un goût ignoble, mais je sais que c'est excellent pour la santé. Les Tahitiens l'utilisent beaucoup comme médicament naturel. Et je sais aussi qu'il est exporté au Japon pour ses bienfaits et ses vertus nutritionnelles. Et là, je veux vous parler d'un arbre qui est juste ici, qui est assez important pour nous. Quand j'avais à peu près 12 ans et donc qu'on habitait à Marseille, j'ai tanné mes parents, je les ai suppliés pendant de longs mois, je les ai tannés pour qu'on ait un chat. Et un jour, ils sont partis en voyage, ils m'ont écrit une carte de là-bas en me disant « Aurélie, on est d'accord pour prendre un chat ». Inutile de vous dire que j'étais aux anges. Et donc nous sommes allés chez une dame à la campagne qui avait plusieurs chatons. Et là, j'ai choisi une petite chatte. Je l'ai prise dans mes bras et on a décidé que ce serait notre chatte. Et on l'a appelée Tsila. Tsila, comme dans le poème de Victor Hugo, La Conscience. Victor Hugo a écrit un poème qui s'appelle La Conscience. Et dedans, il parle de Caïn qui a tué son frère Abel. Et il y a un enfant, Tsila, l'enfant blond. On a appelé notre chatte Tsila. Elle a vécu à Marseille, à Toulouse. Et comme on est revenu vivre ici avec mes parents, on l'a rapatriée un jour. Et elle a vécu une quinzaine d'années. Elle est décédée l'année dernière. Elle a été attaquée par des chiens. C'était vraiment triste. Et on a décidé de l'enterrer dans le jardin et de planter un arbre là où elle avait été enterrée. On a planté un longan. Ça, c'est un longan. On appelle ça aussi œil du dragon. Il fait des fruits excellents, bien sucrés, bien juteux. À chaque fois qu'on mangera un longan, elle sera un peu avec nous.
Il est 11 h du matin et l'électricité n'est toujours pas revenue. Je vous avoue que j'ai un petit peu faim, j'ai quasiment rien avalé depuis ce matin. On est en train de cuisiner des coqs sauvages. Vous savez qu'ici il y a énormément de coqs sauvages. Ils chantent à n'importe quelle heure de la journée d'ailleurs, ils ne chantent pas que le matin au réveil. Et on a des poules aussi dans le poulailler, mais on a beaucoup de coqs sauvages qui viennent embêter les poules. Et parfois on en attrape un ou deux pour les cuisiner. Donc là ma mère est en train de faire un feu dans un dispositif et au-dessus il y a la marmite, je vous montre. Là maman, ça va cuire combien de temps? 3-4 heures. Ah oui, au moins 3 ou 4 heures. Parce que le coq est très dur. Ouais, c'est du coq sauvage. C'est pas du coq aux hormones là les amis. C'est du coq à la chair coriace. Je vais vous montrer la poule avec ses poussins. Ils sont nés avant-hier. Bonjour madame la poule. Avec tes 5 petits bébés. Tes 5 petits poussins. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les petits poussins. Il y avait 6 œufs, elle les a longtemps couvés. Et 5 poussins sont nés, donc un œuf n'a pas éclos. Il n'était probablement pas fécondé. En français, on utilise beaucoup l'expression maman poule quand on veut parler d'une maman qui fait tout pour ses enfants, qui gâte ses enfants, qui ne leur refuse rien. C'est une maman poule et on dit aussi un papa poule. Maman poule et papa poule. Martin, t'as attrapé un poulet? Oui, un j'ai coq? attrapé un petit coq. Oui, qui s'est pris les pieds dans la cage. Ah mince, on va le manger? Bah oui, il faut, oui. Excellent. Les amis, l'électricité a fait son retour à 4 heures. Nous, on est allés nager. C'était super, on a bien nagé, bien 40 minutes. Quasiment tous les jours, on y va. Et c'est un excellent exercice. Et voilà, maintenant, on va préparer le repas. Et ce soir, on va pouvoir manger avec les lumières normales. Maintenant, c'est l'heure de la douche. Je vais me doucher dehors à cette douche qui est sous l'avocatier. On n'a pas d'eau chaude, c'était un choix de mes parents de ne pas installer l'eau chaude. Je pense que la plupart des gens à Tahiti ont l'eau chaude, mais nous non. Mais c'est pas dérangeant parce que d'une part il fait chaud et d'autre part c'est bon pour la peau, ça raffermit les pores de la peau de se doucher à l'eau froide. Donc voilà la douche. Elle est sous un avocatier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Jetez un œil à Your Best Accent si ça vous intéresse. Je trouve que c'est un super outil. Et écrivez-moi dans les commentaires les questions auxquelles vous voulez que je réponde dans une prochaine vidéo questions-réponses. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Bisous.